Voilà, bon, ben, je vais commencer par les remerciements. Alors, c'est de coutume, les remerciements, mais là, c'est vraiment quelque chose de... Alors, vous allez me dire, tout le monde dit c'est quelque chose de sincère, mais c'est quelque chose de, oui, de très sincère, parce que quand Madison Cox m'a proposé de venir ici faire une conférence à partir du texte que j'avais écrit pour le catalogue Serpent, qui effectivement traitait de la question du serpent et de ses différentes réalités, à la fois fantasmatiques, artistiques, de mode dans l'œuvre et la vie d'Yves Saint-Laurent, je me suis dit que j'avais tellement d'admiration et d'amitié pour Madison que j'allais faire quelque chose de nouveau. C'est ce que vous allez avoir ce soir. Donc, histoire de vous terroriser un petit peu, ça fait 40 pages. Mais c'est des pages, c'est des fausses pages, hein. Donc, mais en tout cas, effectivement, j'ai voulu réfléchir à quelque chose spécialement pour ce soir, spécialement pour vous. Et c'est aussi une forme de, oui, d'amitié et d'admiration, évidemment pour Yves Saint-Laurent et pour Pierre Berger, mais aussi et d'amitié pour Madison. Je voudrais évidemment aussi remercier Siam Karefa, Alexis, remercier toute l'équipe ici, Sarah Lamsia, Yusra Eladeh, Anis Berdjami et Anne-Sophie Brault qui ont accompagné tout ça. Et c'est vrai que ce qui est quand même très agréable quand on vient ici, c'est cet esprit d'équipe qui à la fois traverse un travail patrimonial, mais aussi un travail de réflexion, un travail de création, un travail ensemble. Et donc merci à vous toutes et vous tous, parce que c'est un plaisir d'être là. Je suis arrivé à 16h à Marrakech, je repars demain en milieu de journée, donc je suis vraiment venu pour vous aujourd'hui. Et c'est agréable de sentir, même dans un séjour si rapide, très très bien accueilli. Ce que je vais faire, c'est, si ça vous convient, je vais commencer par vous montrer quelques images que vous aurez en tête. Bon, j'imagine que vous les connaissez, beaucoup d'entre vous les connaissent déjà, mais c'est un peu une sorte de paysage visuel. Je vous avoue que justement, Alexis a dit que j'étais agrégé de lettres classiques. Alors d'ailleurs, en théorie, les seuls agrégés de lettres, c'est les agrégés de lettres classiques. L'agrégé des lettres, c'est lettres classiques, sinon c'est moderne. Et je suis effectivement philologue, je suis spécialiste, entre autres choses, de numismatique impériale romaine. Et ce que n'a pas mentionné Alexis dans un de mes titres de gloire, c'est que j'ai écrit un livre de 25 pages entièrement en latin sur Los Angeles, ce qui veut dire que j'ai un petit aspect parfois assez conservateur. Et donc j'aime bien le modèle de la conférence à l'ancienne, où on entre dans un tunnel avec quelqu'un qui dure 40-45 minutes, et c'est le travail de la voix de cette personne, ce que je vais essayer de faire, qui doit s'assurer que vous vous endormiez pas. Donc, mais évidemment aussi ce qui est raconté, d'abord et avant tout, mais aussi le travail de cette voix. Et donc, vous savez, aujourd'hui, on fait beaucoup de conférences avec des PowerPoint, on montre une image, on commente l'image, on passe à l'image d'après, on commente l'image. Donc, il y a ce côté un peu, illustration, on va dire. Et j'aime bien l'idée qu'une conférence, c'est pas une illustration, c'est-à-dire que sinon on lit un livre. Enfin, c'est une expérience qu'on partage. Et cette expérience qu'on partage, ça passe aussi par la performance, votre performance d'écouter 45 minutes de quelqu'un qui va vous raconter une histoire, mais aussi la performance de la personne qui a écrit le texte, qui a passé plusieurs journées dans mon cas, et plusieurs semaines à y réfléchir, à préparer ce que vous allez avoir là. Et donc c'est pour ça que, pour que ce ne soit pas totalement abstrait non plus, on va regarder quelques images, et je vais très très peu les commenter. Puis après, on va entrer dans ce tunnel ensemble qui va durer une quarantaine de minutes, un peu plus, un peu moins, ça dépendra à quel point à un moment je stresse et je commence à lire très très vite, mais j'essaierai de ne pas le faire. Et après, évidemment, si vous avez des questions, sachant que ce propos n'est pas un propos de spécialiste de mode. Il se trouve que ce que disait Alexis, je me retrouve à l'intersection de plusieurs mondes, à la fois la réflexion philosophique, la mode et la couture, effectivement, par les rencontres que j'ai faites, par le travail que j'ai développé. Et donc ce propos est un propos de personne qui réfléchit à la croisée de ses chemins. Donc je ne prétends pas non plus, je sais exactement ma position de parole. Je ne suis pas le plus grand expert d'Yves Saint-Laurent. En revanche, j'ai réfléchi avec et à partir de l'œuvre
d'Yves Saint-Laurent, l'œuvre et la vie d'Yves Saint-Laurent, en lien avec les travaux que je mène justement dans ces différents domaines et qui permettent de faire des rapprochements parfois un peu inattendus et qui, je pense, permettent d'éclairer les choses autrement. Après, je travaille quand même un peu, donc je sais que ce soit pas totalement n'importe quoi, mais voilà, c'est un peu l'idée. Donc, je vais vous montrer des images que vous connaissez. Ça, c'est évidemment le défilé rétrospectif de 2002 au Centre Pompidou, pour lequel, et j'en parlerai, reprenant évidemment les vêtements de la collection Printemps-été 67, qui a été appelée la collection africaine, mais ce n'était pas toute la collection. Et ce qui est assez intéressant avec le geste que fait Yves Saint-Laurent en 2002, c'est qu'au moment de la présentation de la collection, la première fois, au moment de la vraie présentation de la collection, les mannequins avaient la peau claire. Et donc, entre 1967, pardon, excusez-moi, et 2002, il y a un basculement. Et j'en parlerai parce qu'il raconte beaucoup d'histoires en fait, de ce qu'a fait Yves Saint-Laurent. C'est les tenues de cette collection, dont je parlerai tout à l'heure, qui est un aspect très important de la question de la réflexion sur Yves Saint-Laurent et l'Afrique, évidemment, ce geste, cette collection de 1967. Ça, c'est probablement la pièce la plus significative en fait, de cette collection, qui est, j'en reparlerai aussi, la traduction, la translation d'une sculpture Bambara en robe, et où il va utiliser le modèle d'une sculpture pour se poser des questions de définition de vêtements. Et ça, évidemment, c'est des photos très célèbres qui sont prises ici, qui sont prises au Maroc. Et ce qui est assez intéressant avec ces photos, c'est que ce sont des photos intimes, ce sont des photos qui ont été prises par Pierre Berger, mais c'est aussi des photos où on voit la construction de l'image d'Yves Saint-Laurent, parce que là, il y a à la fois cette sorte de tension assez belle entre sa position quasiment de conquérant, alors que le modèle du conquérant, ce n'est pas exactement le modèle d'Yves Saint-Laurent, on va dire ça, et sorte d'ambiguïté, parce qu'il a ses lunettes avec ses verres très épais, et donc c'est cette sorte, il déjoue un archétype de la constitution de l'image. Et c'est une image qui est fascinante à cet égard, parce que c'est une image intime, en même temps qu'il joue d'archétype public, pardon, et qui les retourne. Et je pense que c'est une image qui dit aussi beaucoup du positionnement d'Yves Saint-Laurent ici, à Marrakech, au Maroc et en Afrique. Ça, c'est des photos encore plus intimes, je dirais. Et là, évidemment, la photo où il pose en héros moderne. Mais là aussi, toujours avec cet élément qui est très fascinant, qui est le jeu entre l'image de la masculinité du héros moderne, qui déjoue complètement en même temps. Et c'est une chose dont je parlerai tout à l'heure, c'est cette façon dont il a intégré, dont Yves Saint-Laurent a intégré l'image et la construction de l'image dans une conception d'ensemble de la mode qui était à l'époque totalement révolutionnaire, enfin, qui aujourd'hui est assez courante, mais à l'époque totalement révolutionnaire. Là aussi, cet entre-là assez fascinant, image privée, c'est des images prises par l'homme de sa vie, construisant et déconstruisant une image publique. Voilà. Donc ça, c'est un peu, si vous voulez, je dirais la toile de fond de ce qu'on va voir ensemble. Et je pense que si ça vous va, on va garder cette image comme fil conducteur du propos que je vais vous tenir. Bon, ça vous va comme mode de fonctionnement ? Bon, là, on a un petit tunnel de 35-40 minutes, un peu plus, un peu moins. Je vais essayer, et à la fin, évidemment, n'hésitez pas, toute question sera bienvenue, et voire même plus que question, réflexion, incitation, parce que c'est pas un moment ex cathedra où je viens vous délivrer la vérité tombée comme Athéna, sortie du crâne de Zeus, mais au contraire, c'est un moment où on peut ensemble réfléchir et se poser des questions à partir des questions que pose justement la vie et l'œuvre d'Yves Saint-Laurent. Se confronter au rapport d'Yves Saint-Laurent à l'Afrique,
c'est dès l'abord déjouer des fausses pistes et des lieux communs, des perspectives partiellement véridiques, en grande partie peu pertinentes. J'aimerais dans ce propos revenir sur quelques faits connus et les rediriger dans une perspective qui me semble neuve, propre à Yves Saint Laurent et prometteuse, c'est modeste, pour l'avenir de la mode au XXIe siècle. Il faut bien sûr, pour commencer, rappeler qu'Yves Saint Laurent est né en Afrique. Il est né à Oran. Cette naissance est double. Elle fait de l'Afrique le lieu où il est venu au monde. Mais elle fait aussi de lui un colon dans l'Algérie française. Les codes de l'Algérie française sont bien connus. Imbrication entre l'Algérie et la France, conscience rêvée de Paris, un Paris fantasmé, une sorte de centre pour l'Empire, largement fictionnel, et puis bien sûr, domination masculine et ségrégation. Et en même temps, l'inverse. C'est ça qui est fascinant. Le mélange, les rapprochements d'origine, l'hybridation de certaines existences. Il y a, on le sait très bien, un très grand représentant littéraire de ces récits, c'est Albert Camus. Et on ne peut manquer de lire certains traits du jeune Yves Saint Laurent à la lumière d'une réponse à de telles formes de vie. Les magazines de mode de Paris, ce n'est pas le modèle de la masculinité triomphante, patriarcale, que défendaient les colons. Et pourtant, ce sont ces magazines, évidemment, qui ont tant inspiré Yves Saint Laurent. Mais le rêve de Paris, c'est aussi un trait de la vie coloniale. Les parfums de Paris, diffusés dans toutes les terres de la colonisation. Cependant, il ne faut pas se perdre dans une lecture superficielle de cette africanité. En 1937, quand naît Yves Saint Laurent, les anticoloniaux sont les seuls à penser que l'Algérie, le Maghreb sont aussi l'Afrique. Pour la colonisation, chaque terre a un statut différent. L'Algérie française, le protectorat du Maroc, la Tunisie, et pour les colonies françaises d'Afrique subsaharienne et équatoriale, qui sont pour la colonisation la véritable Afrique. Il ne s'agit pas ici de se lancer dans une psychanalyse du jeune Yves Saint Laurent, rêvant de Flaubert et de Proust, suivant des catégories qui sont aussi celles de l'Empire, nos ancêtres les Gaulois, qui étaient enseignés partout dans l'Empire, mais, natif d'Oran, répond également aux critères et catégories coloniaux. Cependant, il s'agit de noter ce simple fait comme une sorte de prémisse et peut-être d'énigme. Et ensuite, l'Afrique n'a cessé de l'accompagner. On traite souvent, dans l'approche de l'œuvre et de la vie d'Yves Saint Laurent, le Maroc et l'Afrique comme deux sujets séparés. Le rapport au Maroc est bien connu. Le Dar el-Hanch et ses deux serpents sur la porte d'entrée et peint dans le salon, les retraites saisonnières pour concevoir les nouvelles collections, la place Djemma Efna, où il allait rencontrer une énergie de vie qui, le brûlant ailleurs, était ici pacifique. Ces images privées qu'on a vues auparavant. Le rapport à cette énergie est l'antidote exact à tout exotisme. Les voix de Marrakech ne sont pas celles d'une référence à tel ou tel vêtement, telle ou telle forme de vie. Elles ne sont pas seulement cela. Elles sont celles de la vie, elles sont celles de la force de la vie. Et pour cette raison, elles sont intimement liées à l'Afrique, dans la conscience d'Yves Saint Laurent. Ce n'est pas un hasard si le seul objet de la collection Pierre Bergé Yves Saint Laurent, que Pierre Bergé n'ait pas souhaité vendre, c'est l'oiseau sénoufo, devant lequel nous sommes toutes et tous passés, et qui est actuellement présenté à l'entrée du musée Yves Saint Laurent. Cet oiseau, acheté chez Charles Raton en 1960, alors qu'Yves Saint Laurent est âgé de 23 ans, premier objet qu'ils ont collectionné. Les mots de Pierre Bergé, à son sujet, dans Histoire de notre collection de tableaux, sont éclairants. Et je cite Pierre Bergé. « C'est Duchamp qui nous a appris, ce que je vais dire choque beaucoup de gens,
que ce qu'il y a de plus important dans l'art, ce n'est pas toujours le résultat, mais le geste artistique. Et le geste artistique d'un Africain en train de sculpter cette chose absolument admirable est finalement aussi important que celui de Brancusi. Le résultat, d'une certaine manière, est le même. C'est aussi beau, l'émotion suscitée est aussi grande. On sait à quel point Pierre Bergé faisait attention aux mots qu'il utilisait et à quel point son langage est précis. En associant beauté et émotion, il en fait littéralement un mouvement, une émotion. L'important, ce que nous permet de comprendre l'oiseau Sénoufo, et ce qu'en dit Pierre Bergé, ce n'est pas simplement l'œuvre consolidée, l'œuvre fixée, l'œuvre définitive. C'est le mouvement, c'est l'énergie, c'est ce que Pierre Bergé appelle le geste artistique. La beauté du geste ne s'oppose pas nécessairement à l'œuvre. Là, on est face à un des grands débats du XXe siècle. Est-ce qu'on fait un geste, Marcel Duchamp? Est-ce qu'on fait une œuvre, Picasso? Au contraire, il se tisse entre la beauté du geste et l'œuvre un rapport qui défie à la fois les catégories d'œuvre et d'acte. On pourrait se demander si par ces mots, Pierre Bergé ne décrit pas la création d'Yves Saint-Laurent lui-même. Et je reprends la citation, « Ce qu'il y a de plus important dans l'art, ce n'est pas toujours le résultat, mais le geste artistique. » En effet, on peut lire ces propos dans une perspective à la Pierre de Coubertin. L'important, c'est de participer. Mais ce n'est pas ce que dit la Pierre Bergé. Par résultat, il entend cadre du résultat. En résumé, le geste créateur compte plus que la forme du résultat. Sous-entendu, le code dans lequel il s'inscrit. On retrouve là des propos célèbres de Pierre Bergé, où il décrivait Yves Saint-Laurent comme un artiste travaillant dans un domaine qui n'était pas artistique, la mode. Et c'est exactement, il y a une sorte de parallélisme des formes exact entre la description de l'oiseau et la façon dont il considère l'œuvre de Yves Saint-Laurent. Un autre trait vient s'ajouter à ce récit. L'oiseau, dans les communautés Sénoufo réparties entre la Côte d'Ivoire, le Mali et le Burkina Faso, est un symbole d'initiation, de maternité et de fertilité. Comme l'évoquent Francine Dia et Gabriel Massa dans leur monographie « L'oiseau dans l'art d'Afrique de l'Ouest », le long bec, et je cite, « interprété comme la figuration de l'organe sexuel mâle », fin de citation, vient se poser sur l'abdomen bombé et donc marquer le lien entre le masculin et le féminin comme un acte de naissance permanent. L'oiseau Sénoufo est une incarnation de la création. Par sa symbolique, par son rôle chez les Sénoufo, il rencontre quelque chose de très profond dans la vie et l'œuvre d'Yves Saint-Laurent. Vous rajoutez aussi qu'il a une portée cosmogonique. Le calao, donc le nom de l'oiseau, est un des 5 premiers animaux apparus sur Terre avec le caméléon, la tortue, le serpent, on le retrouve, et le crocodile. Il transporte les âmes des morts. Et son bec fait, dans ces traditions, qu'il parle peu. Son dos ample indique sa capacité à travailler. Et il est donc aussi symbole de fertilité. Tous ces éléments en font l'emblème de bien des traits d'Yves Saint-Laurent. La capacité de travail, la question du langage, car il est clair que celui-ci accompagne Yves Saint-Laurent tout du long. S'il écrit sa vie en vêtements, il est fasciné par les usages du langage, de la composition d'un récit dessiné à l'illustration de Flaubert, en passant par le rêve de Proust. Cette fascination pour un texte qu'il n'a jamais pu lire jusqu'à la fin, parce que s'il le lisait jusqu'à la fin, il y aurait eu un mauvais sort. Et en même temps, les usages du langage, c'est Pierre Bergé, écrivain, lettré, bibliophile. La parole d'Yves Saint-Laurent ne s'exprime pas par le langage, comme celle de l'oiseau Sénoufo. L'énergie de la cosmogonie, de la fertilité, sont le cœur du rapport d'Yves Saint-Laurent à l'Afrique.
C'est ainsi qu'il convient de lire les multiples liens qu'il y entretient. La collection Printemps-été 1967, dite collection africaine, est l'entrée dans la mode parisienne de références qui semblent totalement étrangères. Et 5 ans après l'indépendance de l'Algérie, et en période de décolonisation avancée, il accomplit un geste radical. Ce n'est pas l'exotisme du début du XXe siècle qui a trouvé dans les arts d'Afrique, des Amériques et d'Océanie la nourriture de son regard. Cet exotisme avait nourri la mode au travers du collectionneur Jacques Doucet, du créateur Paul Poiret. Il avait surtout eu un impact dans les arts visuels, qui évidemment est très connu. Ici, c'est bien autre chose. L'entrée de modèles qui n'y appartiennent pas dans la mode parisienne. De la même manière, Yves Saint Laurent a fait entrer dans les rangs des mannequins des personnes qui n'y appartenaient pas, des mannequins d'origine africaine. Le fait est bien connu, mais il mérite toujours d'être rappelé. On parle aussi toujours des mannequins noirs, mais elles étaient côte à côte avec des mannequins originaires du Maghreb. Il changeait les cartes de ce qui était possible dans la couture parisienne. Il organisait une irruption, mais avec le souci des codes d'une personne qui connaît la couture de l'intérieur. On retrouve ici la double nature d'Yves Saint Laurent, à la fois fasciné par la couture parisienne, ses codes, son héritage, son monde d'aristocratie sans Versailles, citation célèbre de Emmanuel Lévinas sur Proust, le rêve de Proust, contemporain de Fortuny, et en même temps ouvrant la mode au monde. C'est comme si, par ses créations, il avait voulu parcourir le monde, le faire entrer, moment par moment, collection par collection, dans la mode parisienne. C'est comme s'il avait voulu extraire de chaque lieu ses références, ses codes, pour repeupler systématiquement la mode parisienne. Comme s'il avait été conscient d'un épuisement, et de là vient aussi Rive Gauche, qu'il avait rêvé le poursuivre, et en même temps avait tiré les conséquences radicales d'une fin. Il fallait repeupler la mode avec le monde, car bientôt, Paris devrait s'ouvrir au monde. Par le passé, il était arrivé à Paul Poiret, à Madeleine Vionnet, à Madame Gray ou évidemment à Gabrielle Chanel, d'habiller les étrangères, voire des Poiret, d'organiser des tournées étrangères afin de présenter leurs créations. À partir des années 1960-1970, la mode s'ouvre au monde et, on le sait, Pierre Cardin a défilé en Chine. Mais Yves Saint Laurent a associé cette ouverture de la clientèle de la mode au monde à la nécessité morale, autant que commerciale, de faire entrer les sources du monde dans la couture. En ce sens, il radicalise le geste de Paul Poiret qui avait, à plusieurs reprises, fait entrer, notamment l'Extrême-Orient, dans sa création. Chez Paul Poiret, le geste était encore ambigu, à la fois encore exotique, fils du japonisme, qui, comme l'a montré récemment l'historienne Sophie Bache dans un livre, est une invention française, et profondément novateur. Yves Saint Laurent est ainsi le maillon entre Paul Poiret et Kenzo, premier créateur venu d'hors l'Occident, qui rejeta la couture pour le prêt-à-porter et mêla toutes les inspirations dans une nouvelle conception de la mode, désormais mondiale. Yves Saint Laurent, pour sa part, opéra perspeciem, étape par étape, organisant les entrées du monde dans la mode. On pense à la phrase célèbre de Léopold Sédar Senghor qui disait « Dans les décombres de la colonisation, nous avons trouvé un outil merveilleux, la langue française. » C'est comme si Yves Saint Laurent avait compris qu'il fallait offrir au monde décolonisé un outil merveilleux, la mode française. Et que pour ce faire, il fallait d'abord accomplir le geste radical de faire entrer les manières d'être, de se comporter, de porter des vêtements des autres dans la mode parisienne. Dans les décombres de la colonisation,
qui était aussi un monde où Paris se rêvait, capitale des arts et des lettres. Ce monde-là, Yves Saint-Laurent en rêve. Il aime croire qu'il y vit. Et en même temps, il sait qu'il est fini. Comme un retournement de l'histoire. Mais alors, la question peut se poser. Face à la Russie, face à l'Asie, face à d'autres inspirations de collection, quelle est la particularité pour Yves Saint-Laurent de l'Afrique? Et, deuxième question, entre le Maroc, très présent dans son travail, et l'Afrique subsaharienne, quelle affinité? Cause commune, inspiration séparée, prise dans le jeu des références multiples, en réseau, d'Yves Saint-Laurent. Sans faire du créateur une figure politique, ce qu'il n'était pas, on ne peut s'empêcher de penser, pour l'Afrique, à la radicalité de son geste en 1967. Fils de colon, il rend hommage aux cultures récemment décolonisées, que la colonisation a documentées et qu'elle a aussi, pour certaines, détruites. Le raffia, les perles de bois, la paille, les coquillages, utilisés comme matériaux pour la couture, viennent contredire les règles du tissu parisien, fondé sur un langage français, anglais et italien. Au contraire des règles de la colonisation, suivant lesquelles les matières premières venaient du monde entier et étaient retraitées pour devenir des formes européennes, Yves Saint-Laurent fait appel à des matériaux qui n'appartiennent pas à cet horizon, mais à celui des peuples d'Afrique. Faire une robe de couture en paille ou en raffia, c'est déjouer les normes de ce qui est précieux et de ce qui ne l'est pas, et faire dans le vêtement venu d'ailleurs une forme noble, faire aussi de la couture parisienne une entité plastique, où ce qui a pu être considéré comme le haut et le bas d'une civilisation tombée n'a plus de sens. L'époque de l'exotisme est finie. En 1967, le geste d'Yves Saint-Laurent est de faire entrer dans la mode ce qui, 30 ans auparavant, était associé à une nudité érotisée exotique. Ce sont des vêtements et ils défilent à Paris. On a beaucoup glosé le fait que les mannequins aient été, pour cette collection, de couleur de peau claire, alors même que depuis 1962, Yves Saint-Laurent travaillait avec des mannequins d'origine africaine. Le geste était alors d'associer les codes de la mode, tels qu'ils étaient pratiqués, à des formes vestimentaires qui auraient pu paraître hors de propos. La radicalité tenait à l'association, apparemment incongrue et si forte. Au moment du défilé rétrospectif de 2002, ce qu'on a vu tout à l'heure au Centre Georges Pompidou, alors qu'il s'apprête à quitter la scène après 40 années de mode, 40 années de maison, près de 50 années de mode, Yves Saint-Laurent fait porter les modèles par des mannequins d'origine africaine. 35 ans plus tard, l'histoire a avancé, les codes ont changé, il a d'ailleurs contribué à les changer, et un tel basculement est possible. On ne peut s'empêcher de contempler le caractère abyssal de ce moment. 35 ans plus tard, les vêtements portés par des mannequins à la peau claire le sont désormais par des mannequins d'origine africaine. Les enjeux politiques, civiques d'une telle collection sont évidemment majeurs. Cependant, il ne faut pas oublier, il ne faut pas se perdre dans une lecture exclusivement politique. Il ne faut pas oublier que la robe inspirée d'une sculpture Bambara est un grand moment de mode. Bien sûr, c'est la traduction en sculpture, c'est la traduction en tissu, en vêtements d'une sculpture, qui joue donc pleinement son rôle dans la construction que propose Yves Saint-Laurent de déplacement. Mais ce n'est pas seulement un déplacement, c'est une traduction. En effet, passant dans le langage du vêtement, la sculpture devient, en termes de mode, un jeu sur la silhouette. On dit souvent qu'un grand couturier, c'est quelqu'un qui invente une silhouette. Celle-ci peut évoluer à travers les années, se transformer, s'altérer, voire même se contredire.
La robe inspirée de la sculpture Bambara est, pour Yves Saint-Laurent, l'occasion de tenter autre chose, de voir si une silhouette peut s'allonger presque indéfiniment et saisir ce qu'il en advient. C'est donc également, et peut-être on pourrait dire surtout, une interrogation formelle de mode, de création de vêtements. Chacun des modèles à inspiration africaine est une invitation de monde et de style, car là réside la signature d'Yves Saint-Laurent. Les questions de style sont toujours aussi des ouvertures de l'imaginaire. Il ne les traite jamais séparément. Pour la collection de 1967, il conçoit non seulement des vêtements, mais aussi des coiffures très spectaculaires qui allongent encore la silhouette. Et ce trait réapparaît dans les modèles ultérieurs inspirés de l'Afrique. Pour lui, ce ne sont pas simplement des emprunts faits ici et là afin de revigorer la couture parisienne, de la réinspirer. Une telle approche ne serait rien d'autre qu'une autre forme d'orientalisme. Yves Saint-Laurent vient repeupler la scène de la mode de manière de se vêtir qu'il n'y avait pas place, de personne qui n'y avait pas place. Et il le fait en construisant des allures. Ainsi explore-t-il de nouveaux chemins pour la mode. Ce serait trop simple de penser qu'il a seulement ajusté des modèles de couture à de nouveaux matériaux. En soi, c'est déjà une grande radicalité, ouvrir le champ de la matérialité de la mode. Mais plus encore, c'est l'occasion pour le créateur de tenter de nouvelles formes, d'étudier les silhouettes, de voir comment il peut pousser la mode ailleurs. Le moment de cette collection n'est pas insignifiant dans la vie d'Yves Saint-Laurent. Elle est présentée 6 mois après la révélation, fin janvier 1967, du premier tailleur pantalon, 1 an après le smoking. Là encore, un temps d'expérimentation sans équivalent, où il offre des rapprochements entre le vestiaire masculin et le vestiaire féminin, provoquant un trouble dans le genre qui devait être son grand apport à la mode. La collection africaine suit donc de quelques mois des expérimentations entre les genres. Sa féminité, sa mise en évidence, notamment avec la robe d'inspiration Bambara, des figures de fertilité, apparaît d'autant plus forte. Elle vient contredire le brouillage du genre qui marque les créations précédentes. Et aussi contredire leur américanité, car avec le smoking puis le tailleur, c'est aussi à une esthétique américaine, celle du musical de Broadway, que se confond Yves Saint-Laurent. Après les États-Unis, l'Afrique. L'expérimentation est là aussi formelle et textile. Le tailleur pantalon, et non le tailleur jupe, est réalisé dans des tissus masculins et non dans ceux habituellement associés au vestiaire féminin. Le mouvement est donc aussi technique. Évidemment, c'est aussi 1 an après l'acquisition du Darrell Hunch, et l'on peut dire que cette collection s'en est directement déduite. 1 an après, une collection africaine et une audace comme rarement la mode en avait connu. C'est donc dire que le Maroc est la porte de l'Afrique pour le créateur. C'est avec son énergie, ses pulsations, qu'il peut se plonger dans de nouvelles expérimentations formelles et culturelles. Quand il décrit sa découverte du Maroc, c'est bien de vie qu'il parle. Je cite un entretien. À chaque coin de rue, à Marrakech, on croise des groupes impressionnants d'intensité, de relief, des hommes et des femmes, où se mêlent des caftans roses, bleus, verts, violets. Et ces groupes, qu'on dirait dessinés et peints, qui évoquent les croquis de Delacroix, c'est étonnant de se dire qu'ils ne sont en fait que l'improvisation de la vie. Fin de citation. Bien sûr, il reste dans ces mots les images de Delacroix, que l'on a pu voir comme une des sources de l'orientalisme,
Et pourtant, les carnets, les tableaux de Delacroix montrent un monde qui n'est pas rêvé, qui a existé, auquel l'artiste a eu accès et qui lui a permis d'étendre la perception de la vie. Impressionnant d'intensité, dit Saint-Laurent, c'est-à-dire que la vie même devient comme un tableau, une réalité esthétique, et non pas simplement un flux d'images et de sensations. L'improvisation de la vie, là aussi les mots d'Yves Saint-Laurent, c'est aussi ce dont parle Pierre Bergé à propos de l'oiseau sénoufo, soit le fait que la vie même puisse être une œuvre, ou que les réalisations de la vie qui ne prétendent pas à la mystique moderne de l'art peuvent participer d'une autre mystique, mais appartiennent à une autre forme de magie, à une forme de vitalité. Yves Saint-Laurent a aussi dit, et la citation est célèbre, « Avant Marrakech, je ne faisais que du noir et blanc. » Et il est vrai qu'à regarder sa collection Printemps-été 1967 et les esquisses préparatoires, les couleurs affluent, à un tel point que l'on pourrait attribuer à Marrakech une sorte de statut d'origine des couleurs dans bien des vêtements d'Yves Saint-Laurent. Après l'acquisition de la Villa Oasis et du Jardin Majorelle, en 1980, certains de ces motifs se retrouvent dans les collections plus tardives, jusqu'au bougainvillier du Jardin, qui donnent leurs motifs à des capes et robes de la collection Printemps-été 1989. 1966, année de l'acquisition du Darrell Ranch, est aussi celle de la fondation de Rive Gauche, qui transforme l'impact de l'œuvre d'Yves Saint-Laurent, sa diffusion, ainsi que ses modes de création. On ne crée pas de la même manière si on travaille exclusivement pour la couture ou si l'on entreprend de créer pour une couche sociale nouvelle qui émerge des Trente Glorieuses. Il est d'ailleurs saisissant qu'au moment où la destinée des créations d'Yves Saint-Laurent change, il entreprend une nouvelle aventure personnelle, puisant dans une énergie de magie et de vie. D'ailleurs, au Darrell Ranch, c'est lui qui peint le serpent. À Marrakech, il est de fait l'auteur d'une peinture. Est-il à ce titre un peintre, un artiste, ou comme Pierre Bergé le dit de l'auteur de l'oiseau sénoufo, d'un geste aussi beau, l'émotion suscitée aussi grande? C'est en Afrique que ces interrogations trouvent leur résolution, hors des catégories et des ambiguïtés européennes. L'année qui suit Rive Gauche, révolution sociale de mode, il présente une collection printemps-été de haute couture, inspirée de l'Afrique. Il faut, pour comprendre la radicalité d'Yves Saint-Laurent, mesurer ce que ce basculement peut signifier. Rive Gauche, c'est une révolution par la diffusion de la mode, qui, de fait, impose une norme des vêtements produits. La collection printemps-été, c'est une révolution à l'intérieur de la haute couture elle-même. 2 ans après la robe Mondrian, qui représentait son hommage à l'art moderne dans ce qu'il avait de plus pur, l'esthétique MoMA, Yves Saint-Laurent bascule de l'autre côté, celui du peintre du serpent ou du sculpteur sénoufo. L'étape suivante de cette révolution de mode se déduit de la collection printemps-été. Il s'agit de l'introduction de la saharienne dans le vestiaire féminin. Présente par un modèle unique dans cette collection, elle fait l'objet d'une réélaboration l'année suivante et devient la nouvelle invention du créateur. 1966, c'est le smoking. 1967, c'est le tailleur-pantalon. 1968, c'est la saharienne. Là aussi, les codes sont mêlés. Tout d'abord, c'est évidemment un élément du vestiaire masculin qui bascule dans l'autre genre. On rejoint donc le développement d'un brouillage des genres, des catégories, centrales dans la démarche d'Yves Saint-Laurent dans ces années. Ensuite, pardonnez-moi l'expression, c'est un vêtement de baroudeur, porté par Ernest Hemingway ou par John Huston dans leur chasse à l'éléphant. C'est une image archétypale du colon, telle qu'elle s'est développée au travers de toute une série de représentations qui sont allées jusqu'au cinéma. En une seule collection, Yves Saint-Laurent fait basculer une image de masculinité européenne et nord-américaine en Afrique
du côté de la femme. C'est comme si l'Afrique lui avait, en retour, offert une situation d'exploration sans précédent dans le trouble entre les genres et le champ d'invention de la mode. Si l'inspiration africaine elle-même avait nourri l'image de la féminité, le basculement d'un code européen et nord-américain en Afrique est l'occasion de mettre en crise les attentes de la masculinité. L'Afrique est un espace d'invention et de mise en cause des catégories. L'inspiration qu'elle représente pour Yves Saint-Laurent dans la fin cruciale des années 1960, et tout au long de la suite de son œuvre et de sa vie, est remarquable. Ce n'est pas un système de référence, c'est bien davantage. Une invitation à repenser la couleur, la forme, les genres, les formes de la création. Comme l'ont dit à la fois Pierre Bergé et Yves Saint-Laurent, c'est une énergie, une manière de penser l'action du créateur d'une façon différente du cadre parisien, où l'histoire de la couture et de l'art est cadrée d'une façon spécifique, qui n'avait pas tant changé depuis la fin du XIXe siècle. Au moment où il engageait les transformations de la mode pour lesquelles il devait rester célèbre, Yves Saint-Laurent puise à la matière d'Afrique. Il propose un basculement de ce qu'est la mode, qui n'a pas eu d'équivalent avant lui, déjouant les catégories communes. J'aimerais proposer ici qu'Yves Saint-Laurent avait perçu, dans les formes de vivre, de penser et de créer en Afrique, une opportunité de repenser ce qu'était même la mode. Qu'au fond, Yves Saint-Laurent avait compris, là, que les divisions historiques de la pensée européenne, parisienne de la mode étaient finies et qu'une nouvelle voie devait être trouvée. L'Afrique lui en a offert la force et cette perspective même est aujourd'hui riche d'enseignements. Lors des dernières décennies, s'est développée la thématisation d'une philosophie africaine qui pourrait condenser les formes de pensée et de vie en une, qui aurait cette densité. Le philosophe Bachir Souleymane Diagne en a donné de nombreuses illustrations dans ses travaux. Et j'aimerais ici proposer d'appliquer un certain nombre de ces leçons au travail d'Yves Saint-Laurent. Elles s'appliquent parfaitement et leur association permet de penser autrement le travail du créateur. Non pas simplement une entrée de l'Afrique dans la mode parisienne, mais une manière de penser et de vivre la mode à partir de l'Afrique. L'ouvrage que Bachir Souleymane Diagne consacre à Léopold Sédar Senghor et à sa pensée de l'art, Léopold Sédar Senghor, l'art africain comme philosophie, est une ressource d'importance pour penser le travail d'Yves Saint-Laurent. Il ne s'agit pas ici d'établir un lien entre la figure de Senghor et celle de Saint-Laurent. Les deux hommes n'avaient pas de rapport avéré, et Senghor est célèbre pour avoir, alors que jeune journaliste, il portait des habits traditionnels, tenu, lors de la deuxième partie de sa vie publique et poétique, à s'habiller en costume occidental. En quelque sorte, une traduction inverse du geste du créateur. Mais le lien est de fond. Bachir Souleymane Diagne part notamment de la typologie que propose le père Placide Tempels dans son ouvrage sur la philosophie bantoue, une typologie très importante pour Senghor. Chaque entité, telle que résumée par Léo Apostel, un chercheur qui a travaillé à partir de Placide Tempels, résonne avec la création d'Yves Saint-Laurent. Et l'on ne peut s'empêcher de penser aux mots de Pierre Bergé sur l'oiseau sénoufo. Premier élément de typologie. Quelque chose existe. Cela veut dire que quelque chose exerce une force spécifique. 2. Toute force est spécifique. Contre une interprétation panthéiste, il s'agit d'affirmer l'existence de forces monadiques individuelles. 3. Différents types d'êtres se caractérisent par différentes intensités et types de force. 4. Chaque force peut être renforcée ou affaiblie, renforcée ou déforcée, comme dit Senghor. 5. Les forces peuvent influer et agir les unes sur les autres en vertu de leurs natures internes.
6. L'univers est une hiérarchie de forces selon leur puissance, depuis Dieu jusqu'au minéral, en passant par les ancêtres fondateurs, les grands morts, les vivants, les animaux et les plantes. 7. L'action causale directe va dans le sens du plus-être, de la plus grande force vers le moins-être, la force plus faible. L'application directe d'un certain nombre de ces principes à Yves Saint-Laurent est évidente. Toute force est spécifique. C'est l'effet de traduction d'éléments dans une collection. Non pas le panthéisme, qui sera la création de Kenzo, mais bien la traduction en couture parisienne. Les différentes intensités et types de force, là aussi, au cœur de la vie et de l'œuvre de Saint-Laurent, constamment renforcées ou déforcées. L'idée aussi d'une hiérarchie de forces, les associant toutes, peut être également intégrée dans l'œuvre du créateur, qui fait entrer dans la couture des matériaux n'ayant pas encore droit de cité, comme autant de forces qui participent désormais de la mode et donc des vies. Bachir Souleymane Diagne rajoute aux thèses définies par Léo Apostel 3 autres, qui peuvent également éclairer l'œuvre d'Yves Saint-Laurent. 1. Ce qui fait l'individualité d'une force donnée, c'est son rythme. 2. On s'ouvre à l'objet, l'œuvre d'art en particulier, par une attitude rythmique qui fait entrer en phase avec lui, avec son rythme. C'est ce qui veut dire être en contact avec sa spiritualité. 3. La combinaison harmonieuse des rythmes dans l'œuvre d'art tient à une force rythme qui ordonne le tout en une indivisible unité organique. Cette indivisible unité organique pourrait bien être un nom de la mode, une force rythme qui ordonne le tout. La notion de rythme a gouverné la vie et l'œuvre d'Yves Saint-Laurent, les rythmes des saisons, de son travail, de ses sentiments, de ses sensations. Il l'a également impulsé à sa mode, qui fonctionne entièrement par pulsation, par éclat de couleur, par contradiction. La spiritualité n'est peut-être pas le concept le plus évident a priori pour évoquer Saint-Laurent, mais c'est bien un nom de la relation à une certaine forme de dépassement, qui est l'horizon de son travail, ce dépassement qu'il voyait de l'autre côté et dont il cherchait sans cesse à se rapprocher. Cette vie par l'Afrique, c'est la possibilité du dépassement, du rythme, d'une combinaison harmonieuse qui n'a cessé de l'inquiéter, de le faire rêver, l'horizon qu'il souhaitait aborder, un horizon impossible sans doute. C'est comme si, dans cette rencontre avec les modes de pensée et de vie en Afrique, Yves Saint-Laurent avait rencontré les réponses aux questions qu'il posait dans la mode. Il ne s'agit pas de soutenir qu'il a lu les travaux de Placide Tempels, voire la poésie de Léopold Sédar Senghor, mais bien de se rendre compte qu'il a trouvé là, ici, les ressources qui lui ont permis de porter la mode là où il pensait qu'elle devait être, là où effectivement était une partie de sa destinée future. Senghor parlait également du métissage qu'il annonçait en poésie et qui allait devenir l'horizon de la mode. En dernier ressort, ce que signalent ces coalescences entre la création et la vie d'Yves Saint-Laurent et ses formes de pensée et d'agir africaines, c'est une autre manière de faire de la mode. Une manière qui ne serait pas prise dans la dualité entre apparence et essence, mais se manifesterait à partir de la notion d'énergie. La mode s'est pensée au XIXe siècle et au début du XXe siècle comme un éloge des apparences, face à l'essence intemporelle de la théologie puis de la philosophie. C'est la noblesse de la robe, titre d'un article d'Oscar Wilde. Quand Marcel Proust dit qu'il construira son œuvre, et je cite, « non comme une cathédrale, mais comme une robe », il retourne des hiérarchies modernes. Baudelaire, bien sûr, dans Le peintre de la vie moderne, fait l'éloge de la mode comme adéquation à son temps, par opposition à une conception de l'art en disjonction ou en mouvement. De Baudelaire à Warhol, de Wilde à Proust, c'est la même action qui se joue,
le rejet de la mode comme appartenant à l'univers des apparences, par opposition à l'essence, ou comme on pourrait le dire autrement, de la frivolité face aux choses sérieuses. La phrase célèbre de Paul Valéry, « Ce que l'homme a de plus profond en lui, c'est sa peau », n'est rien d'autre que le bouquet final d'une telle perception du vêtement. Il est vrai qu'Yves Saint-Laurent se débat encore de telles perceptions de son métier. On le sait bien, il reste une touche d'exotisme, l'enthousiasme face au monde, une filiation de styliste envers ses prédécesseurs, notamment Paul Poiret, un rêve de la couture comme idéal. On le sait, la couture est ce qu'il garda jusqu'au bout. C'était le plus lui. Cela, c'est la part d'Yves Saint-Laurent qui regarde vers le passé. C'est celui qui a rêvé d'appartenir au XIXe siècle de Flaubert et de Proust, aux années 1920 de Paul Poiret et de Jacques Doucet, qui ne se sentait pas à sa place dans son époque. Ce Yves Saint-Laurent-là, aussi largement une construction personnelle, n'est pas véritablement celui de l'œuvre. Celui de l'œuvre a compris que la dualité entre existence et essence n'avait plus de sens, que nous entrions dans un monde qui n'était pas double, mais à la fois un et multiple. Il a compris, comme personne avant lui, le rôle de l'image dans la construction de mode. Il a compris le rôle du récit et de la narration de mode, comme on dit aujourd'hui. Ce ne sont pas juste des vêtements. Ils invoquent un monde. Ils racontent des histoires. Et avec eux, c'est une vie entière qui se trouve incarnée et donc proposée. Bien sûr, pour l'image, on pourrait penser à Gabrielle Chanel, à Elsa Schiaparelli, de même pour la narration, les multiples façons dont Chanel a créé son mythe. Cependant, Yves Saint-Laurent a radicalisé tout ce qui avait été fait avant lui. Il s'est créé une image de liberté qui devait accompagner la mission de ses vêtements. Le parallélisme avec Andy Warhol peut être ainsi trompeur. Je ne lis pas, je regarde des images. I don't read, I just look at pictures. La phrase célèbre de Warhol, provocatrice face à un monde de l'art lettré, est encore une rébellion. Elle est aussi fausse dans le cas de Warhol. Le rapport d'Yves Saint-Laurent à la lecture, largement fantasmé, n'est pas dans l'affirmation, ni d'une référentialité souvent inutile, voire déplaisante, ni d'un refus du texte. Sa contribution à la pensée de la mode tient justement au fait de ne pas s'être perdu dans des contradictions. Il est entré dans une nouvelle perspective, où, comme Marrakech, le monde peut être un tableau, et un tableau peut ouvrir des mondes, où l'être et le paraître ne sont pas opposés, mais où il s'agit avant tout d'exister en énergie. Avec l'Afrique, il rejoint à la fois l'art déco, cher au grand couturier et à ces années 1920, qu'il faisait rêver, et une logique nouvelle, mondiale, de la mode. La notion d'énergie, au centre de la pensée africaine, telle que, avec d'autres, la thématise Bachir Souleymane Diagne, permet tout particulièrement d'éclairer l'œuvre d'Yves Saint-Laurent. Sa vie intime de créateur, tout d'abord, entièrement gouvernée par les hauts et les bas de l'énergie. Sa sensibilité, comme une radioscopie des énergies de la vie, partout où elles se trouvent. Sa conception de la mode, souvent vibrante, même dans les aspects les moins théâtraux, et qui assume que l'énergie, cela se propage, et que l'on ne peut la limiter, on ne peut la segmenter. Toute son œuvre n'est qu'une série de vagues d'énergie, et il est très aisé de voir, à la suivre, quand elle est forte, comme une vague, quand elle est plus faible, quand le créateur se cherche, et quand l'invention apparaît. Penser et mettre en scène la mode comme énergie, cela semble aujourd'hui totalement évident. Le nombre de créateurs qui se mettent en scène, qui racontent leur histoire, parlent de leurs sentiments, c'est devenu monnaie courante. La mode comme théâtre, les défilés comme spectacle, tels qu'ils ont explosé dans les années 1980. L'association du vêtement à un univers entier, incluant le prêt-à-porter, un univers de parfums et d'accessoires, c'est désormais normal. Tout cela, Yves Saint-Laurent l'a manifesté plus que personne avant lui. Bien sûr, Chanel et Schiaparelli, les deux modèles les plus évidents, certains égards Hubert de Givenchy, mais rassembler toute la création de mode en une vague d'énergie, c'était inédit.
Quand on sait que le premier parfum d'Yves Saint Laurent, Y, date de 1964, 2 ans avant l'acquisition du Darrell Lounge, et que Opium, sans doute le plus célèbre et le plus provocateur de ces parfums, est largement inspiré du Maroc, on ne peut sous-estimer le lien intime entre le monde de mode, l'énergie et l'Afrique, sous ses différentes formes. L'orientalisme est une question de motif. Ce n'est pas avec Yves Saint Laurent ce qui compte vraiment. Ce qui compte, c'est l'énergie, une pensée et une pratique de la mode entièrement articulée à partir d'elle. Telle est la nouveauté d'Yves Saint Laurent. Énergie donc, et traduction. Elles ne sont pas le contraire l'une de l'autre. Et c'est d'ailleurs la grande leçon du travail de Bachir Souleymane Diagne. L'énergie n'est pas une force pure, directe, sans médiation ni interaction, une pure violence. Elle est une force qui rencontre d'autres forces. Et la force de cette rencontre, c'est la traduction. Yves Saint Laurent, avec sa collection Printemps-été 1967, ne fait rien d'autre qu'un formidable effort de traduction. Cependant, la radicalité de la traduction en Afrique, telle que la pense Bachir Diagne, notamment dans son remarquable essai « De langue à langue, l'hospitalité de la traduction », c'est qu'elle est certes une rencontre entre deux langues, mais elle est aussi un processus constant d'ordination au milieu d'une multitude de langues, de formes de parler. Chaque personne en porte plusieurs en elle. Elle traduit à l'intérieur d'elle-même, vers l'extérieur. Elle est en constante relation. Cela, ce n'est pas l'exotisme immédiat de la mode du début du XXe siècle. C'est l'entrée dans un nouveau monde, bientôt globalisé, qu'affirment les créations d'Yves Saint Laurent. J'avais pensé appeler cette intervention Yves Saint Laurent l'Africain. Elle s'intitule finalement Yves Saint Laurent et l'Afrique. Et après le travail de recherche qui a mené à ce propos, il me semble que ce titre est beaucoup plus juste. Yves Saint Laurent n'entretient pas avec l'Afrique un rapport d'identité. Il n'est pas africain. Il ne prétend pas être ce qu'il n'est pas. Il ne s'approprie pas la culture des autres. En revanche, il leur ouvre une scène, la sienne, celle de la mode parisienne, celle de sa création, de ses défilés, de ses modèles. Au même moment, il voit dans l'Afrique sa réalité, ses lieux, ses pensées, ses vêtures, une alternative au code fermé de l'Occident. Il ressent que ce monde est fini, que sa fin est belle, qu'il faut la vivre et en jouir, mais qu'un autre monde se prépare, où Paris ne sera plus la capitale d'une domination incontestée, mais bien d'un réseau mondial de formes de vivre. Je vous remercie.